1, 2. Donc, avec les projets, les métiers, sous les métiers, les outils. Hein, donc, on va essayer de faire un tour d'horizon assez bref des outils, parce que vous imaginez bien qu'en 20 minutes, il est difficile de faire le tour de la totalité des outils exploités et utilisés dans le cadre des chantiers démantèlement. Alors, pour ce faire, je vous propose le voyage assez court suivant. La première chose, c'est que je vais vous présenter les installations nucléaires vues des gens qui font la conception des systèmes et des machines utiles à déposer et à décontaminer dans le cadre des chantiers de démantèlement. Ensuite, regardez les outils qui nous servent dans le cadre d'études, dans la phase d'étude et d'analyse. Classiquement, c'est ce que nous faisons tous. On commence par étudier, analyser avant de faire. Ensuite, les outils d'assainissement et découpe. Et à la fin, tenter de conclure sur un modèle global qui intègre la totalité des outils, c'est-à-dire de l'étude jusqu'à la partie dépose des composants, ce qui nous est demandé dans le cadre des démantèlements. Donc d'abord, le contexte, il est très clair et ça vient d'être dit. Il est impossible de concevoir quelques outils que ce soit dans le monde du démantèlement sans absorber la totalité du cycle des installations, c'est-à-dire que c'est improbable de ne pas observer avec un petit peu d'attention le moment où on a conçu la machine, le moment où on a exploité la machine, et enfin le moment où on nous demande de la démonter, puisque la plupart du temps, l'ensemble des outils qui ont servi pour l'exploiter sont quand même légèrement observés par les gens que nous sommes, puisque nous allons les utiliser pour faire la dépose de certaines parties des installations. Alors je vois que vous regardez ces magnifiques photos. Tout l'exposé est illustré de photos de Pierre Jean, qui est un contemporain de Doisneau, et qui a eu la délicatesse à l'époque de faire de très belles photos sur une industrie qui est celle de l'industrie nucléaire. Parce que le démantèlement aussi, sert aussi à découvrir des fonds photographiques aussi jolis que ceux que vous avez d'exposer. Donc ceci étant dit, malgré la qualité des gens qui ont construit, qui ont exploité, il vient des questions très spécifiques, en particulier à cause du fait que certaines parties de procédés, Christine l'a dit, retiennent une quantité très importante en radioactivité, la nécessité de produire des outils spécifiques, on pourrait dire même des machines spécifiques pour déposer des composants tels que le dissolveur, par exemple du P1. Deuxième contexte aussi pour la conception d'outils, eh bien, on est dans un monde assez spécial, puisque quand on nous demande de concevoir des machines, on travaille à la gauche du transparent à 10-15 mètres, la taille de l'atome, puisqu'on nous demande d'aller chercher des informations au fin fond de la matière, c'est-à-dire détecter la radioactivité, pour être très clair, jusqu'à des choses qu'on ne pourra jamais approcher, c'est-à-dire l'infiniment grand, puisqu'on ne pourra jamais approcher, par exemple, le dissolveur après utilisation, les années d'utilisation qui ont été faites à UP1. Donc, en termes clairs, on est dans un voyage extraordinaire, presque beaucoup plus joli que celui qu'a fait Curiosity, puisqu'on nous demande de travailler au fin fond de la matière jusqu'à des objets de dimension certaine qu'on ne pourra jamais approcher. Et on le voit récemment dans d'autres contextes qu'il est difficile d'approcher certains composants. Le contexte étant planté, donc clairement on supporte l'histoire du bâtiment, on supporte cette dimension immense du problème, eh bien, évidemment, vient le jour où le projet débarque dans votre bureau et vous dit « Bon, c'est bien de vous amuser. Maintenant, voilà le fil conducteur de vos machines. » Et ça a été dit, c'est-à-dire très clairement le scénariste, la personne qui fait le scénario va nous dire « Voilà votre fil conducteur. » Grosso modo, que des verbes à l'infinitif, qu'un champ de contraintes. Il faut réduire, évidemment, le plus possible le temps qui sépare les opérations téléopérées. Alors, opérations téléopérées, c'est fait par des machines à distance, on le verra tout à l'heure. Des opérations manuelles. Pourquoi ? Parce que le scénariste nous dit qu'il faut que ça coûte le moins cher possible. Et l'on sait tous que les opérations manuelles sont très peu chères. Tout le monde dans la salle en est convaincu, je pense. Deuxièmement, lorsqu'on a tombé ce terme qui est appelé Gray, qui est la dose, on va aller chercher un deuxième terme qui est celui des becquerels. Pourquoi ? Parce que avec une teneur significative de becquerels dans une scène que vous avez à démonter, eh bien les tenues sont différentes. Et évidemment, il vaut mieux avoir des tenues relativement légères, puisque là aussi, vous allez gagner du temps en termes opérationnels. Et donc, on nous contraint et on exige que ce deuxième terme, qui est le becquerel, disparaisse. C'est clairement l'objectif à la fin, déclassement, c'est 0 becquerel, et ça s'appelle du déclassement, puisque votre objet reviendra dans le domaine public. Et enfin, un point assez important qui a été signalé tout à l'heure, c'est supprimer un risque qui est très spécifique au nucléaire et qui est aussi très attaché aux machines
qui ont retraité le combustible, c'est le risque dit de criticité, c'est-à-dire un risque dans lequel la réaction en chaîne non contrôlée pourrait avoir lieu. Et donc ça, les chefs de projet et les scénaristes sont vraiment très attentifs à ce point, et c'est pratiquement là-dessus qu'ils focalisent toute l'énergie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez retiré ce risque, il est vrai que les deux autres, ça se joue pas trop mal. Donc globalement, ce transparent est résumé par ça. C'est une fonction, on va dire quelque chose de beaucoup plus direct, c'est une course contre le temps, c'est-à-dire que vous devez produire des machines et des outils qui doivent servir à minimiser les trois termes que vous avez là, c'est-à-dire la dose, les becquerels et le risque de criticité. Voilà vers quoi on part dans les transparents suivants. Donc, si je résume cette partie, on est dans un contexte où on va supporter l'histoire, on est dans un contexte industriel extrêmement différent, puisque Christine l'a dit tout à l'heure, démonter un réacteur, ce n'est pas tout à fait pareil qu'une usine de retraitement. Ensuite, on est dans une course, nous sommes dans une course contre le temps, et c'est pour ça qu'on a une chance extraordinaire, on nous demande de créer des jouets, des outils, pardon, assez significatifs en termes de taille et de complexité pour pouvoir répondre à cet ensemble de contraintes. Donc, avant de commencer là-dessus, c'est bien clair, ce que je vais faire, je vais vous présenter deux paquets d'outils. Le premier paquet, c'est le moment où on n'est pas véritablement dans l'action, mais on va avoir des exigences de collecte d'informations, parce que ça a été dit, il est clair que les exploitants ont une très grande connaissance de l'installation, mais au regard de la production d'électricité, au regard de la production de combustible, au regard du retraitement du combustible usé. Mais bien évidemment, il y a quelques coins du terrain sur lesquels on va avoir des manques, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des informations complémentaires qui n'étaient pas forcément utiles dans la phase d'exploitation. Donc on va provoquer et surtout engager une partie d'études qui débute par quelque chose d'assez simple, que tout le monde connaît. C'est une étude de l'état initial à travers un ensemble de documents. Et là, vous avez quelques exemples, des photographies, des plans, etc. Ça, c'est un extrait de rapport de sûreté. Et là, je vais donner un exemple. On va faire l'état initial bibliographique, mais pas tout à fait, un peu plus compliqué, parce qu'on va aussi rencontrer des connaissances très riches. Les exploitants vont nous servir dans cette phase-là, pardon. Et donc, vous avez un exemple ici de la quantité d'objets que l'on manipule, en particulier sur un dernier bâtiment où on a manipulé 70 000 plans, à peu près une dizaine de milliers de documents techniques, etc. Donc, pour la petite histoire, sur un réacteur fort connu sur le site, on s'est retrouvé devant 230 000 fichiers, plans, à manipuler. Bon, ça se fait, il n'y a pas de problème. Et par exemple, sur un site comme celui de Marcoule, vous avez environ 7 à 8 millions de fichiers électroniques qui circulent. Et donc, vous imaginez bien que nous sommes très, très friands d'aller fouiller dans ces ressources pour en faire des objets utilisables pour l'ingénieur. C'est-à-dire, par exemple, un ingénieur qui n'a pas de plan, il a un peu du mal à concevoir une machine, par exemple. Donc, c'est une fouille extraordinaire. Et encore une fois, j'insiste, ça nous a permis de découvrir des petites pépites, en l'occurrence les photographies qui illustrent l'exposé. Ensuite, quand on a consolidé nos points de vue, on n'aime pas la génération de l'informatique, on va tout de suite courir vers nos claviers et attaquer une deuxième phase qui est la consolidation du scénario. Et en particulier, un des premiers travaux que nous effectuons, c'est manipuler certaines équations. Alors ici, il y en a deux, bon, c'est pas l'intérêt, mais ici, c'est une équation de filiation. Ici, une équation qui nous permet le calcul de débit de dose. Donc, le premier outil, après l'étude biographique, le premier outil, c'est les grosses machines. Ça, c'est le CCRT du CEA, qui a quelques nœuds de calcul et qui a des teraflops. Et donc, aujourd'hui, sachez que je l'ai vécu, parce que j'ai commencé sur VAX et aujourd'hui sur des systèmes Linux type cluster. Aujourd'hui, aucun calcul, pratiquement aucun calcul, n'est impossible. Vous vous rendez compte ce que je dis, on peut à peu près tout calculer dans le démantèlement. Donc vous imaginez bien qu'on ne s'en prive pas. Et l'essentiel à la fin de ces calculs, c'est de consolider la totalité des données. Et Christine citait un exemple tout à l'heure très intéressant. C'est que par exemple, dans un réacteur, lorsque vous avez fait marcher votre réacteur, eh bien, le béton autour de la cuve, qui maintient la structure, par exemple, a été activé. Et un des premiers travaux qu'on accomplit, c'est assez simple à comprendre, ce sont des calculs d'activation.
fut un temps, peut-être qu'on les faisait à la règle à calcul. Aujourd'hui, on a une puissance de calcul tellement colossale qu'on est capable de calculer des précisions, d'avoir des résultats extraordinaires. Donc, deuxième outil après la manipulation bibliographique, les calculs. Ensuite, évidemment, vous imaginez bien que l'autorité de sûreté ne nous dit pas très bien, vous avez bien joué avec les papiers, vous avez bien joué avec vos claviers. Ils vont nous demander de vérifier de façon factuelle que ce que nous avons élaboré comme scénario, et surtout ce que nous avons évoqué dans nos scénarios, est vrai. Voilà un exemple, alors ça il y en a plein, hein, de notre capacité de vérification. C'est une gamma caméra, pour ceux qui ont visité ERA, vous l'avez vu. Alors c'est un outil relativement simple, je vais le décrire très rapidement. Ici vous avez une partie qui est un scintillateur. Alors qu'est-ce qu'un scintillateur? C'est un objet qui, lorsqu'il reçoit un rayonnement nucléaire, s'éclaire, fait de la lumière. Donc, si vous avez à disposition une caméra qui voit cette lumière et à l'avant une optique, vous avez la possibilité de localiser d'où vient le rayonnement qui a éclairé votre scintillateur. Donc, ça s'appelle une gamma caméra. Donc, ce type d'outil, aujourd'hui, est utilisé de façon courante dans les investigations, et en particulier pour identifier les points de concentration, comme vous le voyez ici, sur une cuve. Donc, c'est très riche, parce que l'opérateur d'assainissement sait où se trouve la concentration de radioactivité. Donc, ce sont les outils d'inspection. Alors, évidemment, vous allez me dire, la gamma caméra, elle ne va pas toute seule se mettre en situation. Et si vous mesurez les produits qui présentent de l'irradiation, vous êtes forcément dans un contexte très hostile. Donc, évidemment, on ne peut pas y aller. Et très rapidement, nous avons développé des machines, dont voilà le prototype RICA 3, qui embarque la totalité de nos systèmes, c'est-à-dire ici, là, au centre, vous avez une gamma caméra, la spectrométrie gamma, etc. Tout un tas de technologies qui nous permettent de caractériser et de vérifier que ce que nous avons raconté par les calculs et par la bibliographie est vrai. Hein? Donc ce sont des systèmes qui, par exemple, sont dans la shortlist pour aller travailler à Fukushima. Et puis, évidemment, quand vous avez fini par localiser votre source, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Oui, mais est-ce que tu es vraiment sûr que la qualité du produit que tu as vérifié est bonne ?» Il faut donc prélever. Et donc, devant le système, c'est toujours le même. Vous dépluguez votre système de gamma caméra et vous y mettez un bras. Alors là, pareil, ce sont des bras très rudimentaires, de la technologie très simple. C'est de l'agricole, hein, tout ça, hein, donc il faut être très clair. Et à la gauche, vous avez un petit bonhomme qui s'appelle Darwinop, sur lequel actuellement on s'amuse beaucoup, hein, puisque ce sont les outils sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire que nous pensons à très très court terme que ces systèmes-là représentent les précurseurs des systèmes intelligents mi-hostiles. Or, il faut tester leur tenue à l'irradiation. Et ces petites machines contiennent tout ce qu'il y a en termes de technologie à la pointe, c'est-à-dire un ordinateur embarqué, des actionneurs, des moteurs. Et donc, grâce à ces petites plateformes, nous pouvons tester la tenue à l'irradiation. Et bien évidemment, notre petit bonhomme, à terme, il va être instrumenté de capteurs qui voient la radioactivité, ce que nous ne voyons pas. Donc, voilà un résultat global de tous les outils. Donc, en haut à gauche, vous avez le résultat de l'étude bibliographique qui nous sert à consolider notre étude. Ensuite, les résultats ici d'un calcul qui est fait avec un code belge qui s'appelle Visiplan. Ensuite, la sphère de la vérification après nos calculs. Donc, à gauche, la partie étude. À droite, la partie mesure in situ. Et enfin, ce qu'attend désespérément le scénariste, c'est évidemment ce type de résultat, c'est-à-dire l'activité que vous avez dans votre cuve, puisque c'est comme ça que vous allez articuler votre façon de faire, et enfin des détails comme la masse du composant, la qualité, etc., que nous allons chercher sur place. Donc, à partir de ces outils, cet ensemble d'outils, ensuite vous imaginez qu'après avoir mesuré un point, on en mesure 2, 3, 4, et nous avons ce type de résultat. Alors à gauche, posé sur une photographie, c'est une photo d'installation, donc vous avez tous les points de concentration ici de la radioactivité, et à droite, nous utilisons des techniques de photogrammétrie, c'est-à-dire qu'à partir de photos, on fait de la 3D, et sur lequel nous déposons, pareil, de la même manière, les points de concentration de l'activité. D'accord ? Donc, après, à quoi ça sert ? Eh bien, les scénaristes, on leur fournit des cartes, c'est-à-dire une nouvelle dimension de la vision de l'installation, c'est-à-dire une carte sur laquelle la radioactivité est tracée, et ensuite, vous voyez ici une cellule, et enfin, ici, vous voyez un bâtiment. C'est-à-dire qu'à partir de la cartographie de cellules, on s'étend, et après, on couvre évidemment la totalité du bâtiment.
Donc pour se résumer très rapidement sur les analyses, et puis je passe à la réalisation, nous faisons donc et construisons des outils pour avoir une analyse de l'état initial. Ensuite, quand l'analyse est terminée, c'est-à-dire le fond documentaire est traité, nous faisons des vérifications grâce à, d'une part, la modélisation et la simulation, ça c'est les codes de calcul. Ensuite, les machines que je vous ai décrites extrêmement rapidement, et ensuite des combinaisons qui conduisent à la cartographie. Nous sommes enfin prêts, certains disent ça, parce que des fois ça dure très longtemps, c'est faire des investigations, nous sommes enfin prêts pour attaquer la partie opérationnelle, c'est-à-dire le moment où on va mettre en œuvre et concevoir des outils qui, eux, déposent et découpent les composants pour en faire des colis déchets. Donc on y va, on découpe. Donc le premier travail que nous demande le scénariste, c'est de travailler avec des outils d'optimisation et de logistique, c'est-à-dire de faire des lignes de production, c'est-à-dire le point qui sépare, ici vous avez une carte complète d'un bâtiment, ici des cellules, et donc on va faire le point qui sépare le composant qu'on a déposé jusqu'au camion. Donc on crée des cellules, pardon, on crée des lignes de production, j'y arrivé, en observant ici une matrice complète de tout ce qu'il faut respecter. En l'occurrence, le contexte, la stratégie, les moyens, la logistique, toute une grille, il y a 127 cases qu'on pose par-dessus chacune de lignes de production. Je prends un exemple précis. Il est complètement absurde de faire un colis déchet qui n'est pas transportable. Même si vous savez le faire grâce à des machines, donc ça devient absurde et donc ça ne sert à rien. Donc il faut que dès le départ, dès que vous voyez l'objet, vous sachiez que quand il va être contenu dans un colis, on va pouvoir le mettre sur un transport et l'amener directement vers l'exutoire. Donc après, quand la ligne de production est tracée, la plupart du temps, on va nous demander, en l'occurrence pour des histoires de transport par exemple, et ou de possibilités, on va nous demander d'assainir certaines parties, en disant là et là, c'est complètement impossible à traiter, est-ce qu'il vous est possible d'assainir? Alors parfois dans cette phase, on va utiliser les outils de l'installation, c'est-à-dire, pour être très clair, les tuyaux et les capacités de l'installation. Et là, en l'occurrence, il y a une démonstration, il y a une présentation. Ici, vous avez une cuve, et ici, vous avez les séquences d'assainissement. Alors pour la petite histoire, cette cuve, c'est une cuve qui contenait des produits de fission. Quand on a pris en charge cette cuve, on ne l'approchait pas. Et quand on a lâché la cuve, on pouvait y dormir dessus. C'est-à-dire que la radioactivité était totalement absente. Donc on a fait d'un objet qui posait des problèmes significatifs en termes de démantèlement, un objet complètement banal. Ça, c'est possible. Mais évidemment, pas tout le temps. Et à quel endroit est-ce qu'on met de l'énergie? Nous, en tant que producteurs d'outils, c'est sur les outils de suivi d'assainissement. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, un composant en exploitation n'est pas équipé pour vérifier quelles sont les conséquences de l'assainissement. Donc là, vous avez un prototype dont on se sert très souvent, qui est maintenant breveté, d'une caméra simplifiée qui va vérifier et vous tracer ses fonctions d'évolution, ce qui fait que l'opérateur industriel agit d'un point de vue chimique et nous lui indiquons en direct, en ligne, quelle est l'efficacité de son comportement d'assainissement. Ici, notre machine, un peu plus rigolote, qui, elle, n'est pas une machine chimique, mais une machine mécanique, qui, elle, va frotter, est équipée d'un balai brosse devant, et qui va aller faire une action mécanique pour pouvoir assainir des parties, par exemple des surfaces planes, des choses comme ça. Donc, première étape après la ligne de production, l'assainissement à l'aide de machines, et surtout, la capacité de suivre. Là, je pense que vous en avez dû en manger quelques kilomètres du maestro, mais je suis désolé, je vous en remets une couche. Quand vous avez assaini, que vous êtes au maximum de votre capacité en descente de radioactivité, ce qu'on appelle le terme source, c'est le plus bas possible, là c'est terminé, il va falloir attaquer la découpe. Donc ici, vous avez un bras qui est un bras qui a été développé par le CEA, qui s'appelle le système Maestro. Donc je ne vais pas insister très longuement, mais qui suppose 3 composants essentiels. Un outil, vous les avez au bout là, un bras, et un porteur. Donc, quand on développe un système pour aller opérer en milieu hostile, on a systématiquement ces 3 composants. C'est-à-dire que quand on achète un système Maestro, on n'a rien acheté. Il faut absolument le porteur qui vous amène l'équipement en milieu hostile. Et donc là, vous avez un système qui est
suédois qui s'appelle Brock, qui est utilisé aussi par Bouygues sur ses chantiers, etc. Donc, ce qui veut dire que des fois, on ne fait pas de spécifique, on va chercher des outils du commerce et on va coupler des briques technologiques, c'est-à-dire qu'on n'invente pas complètement tous les systèmes. Donc, nous voilà tranquilles. Donc, on a assaini, on a déposé et on a construit des colis de déchets. Alors, à la fin, les outils que nous développons, c'est ce qui m'intéresse le plus. Là, vous avez par exemple le jeu « Il faut chercher l'erreur » à gauche. C'est les outils qui permettent de contrôler le produit fini. Le produit fini, c'est un colis de déchets, par exemple. Alors, qui c'est qui a trouvé l'erreur sur le... Vous le voyez ou pas? Il y a des cartouches de masque à gaz qui sont en aluminium et qui sont un petit peu prohibés dans les déchets surface. Voilà. Donc, à partir du moment que vous avez construit votre colis, vous n'avez pas fini. Vous avez des prescriptions pour votre exutoire, c'est-à-dire que l'ANDRA n'accepte pas tous les déchets. Il faut absolument déclarer une activité associée à chacun de vos colis. Donc, on a en charge de créer des machines. Donc, ça, c'est du post-rayon X classique, hein. Puis de la caractérisation, puis des modèles assez compliqués où on doit déclarer 143 radioéléments en termes d'activité contenus dans chaque colis. Donc, vous imaginez que les bécanes qu'on crée là-dessus sont significatives. Et donc, là, vous pouvez être satisfait à partir du moment où votre colis fini répond aux prescriptions de votre exutoire, c'est-à-dire l'ANDRA, la personne qui va gérer votre déchet à la fin, puisque vous avez créé un colis conforme à la qualité exigée. Enfin, le démantèlement, ce n'est pas que des colis. À la fin, vous livrez aussi un objet qui s'appelle un bâtiment ou un terrain. Là, je pense que le projet de Grenoble a été assez clair. Là aussi, nous développons des outils fort sympathiques qui sont, là, vous voyez, c'est un robot qui a été développé par Areva. Là, ce sont des camions, etc., etc. Donc, on a la chance d'avoir des équipes qui ont créé des systèmes qui nous permettent de valider à la fin de votre travail, à la fin de notre travail de démantèlement, que soit le terrain, soit les locaux dans lesquels on a retiré l'absolue totalité des composants, répond aux prescriptions de l'autorité de sûreté pour être déclassés. Donc, voilà le genre d'objet qu'on sort derrière nos outils, c'est-à-dire ce sont des cartographies où, grosso modo, l'appareil est passé. Alors, la cartographie de droite, ici, c'est 23 000 mesures. Ça n'en est pas 3. Donc, vous imaginez bien que les systèmes que nous produisons sont des systèmes assez sophistiqués, équipés de GPS, et, d'une électronique complexe. Donc, si on se résume cette partie, et j'ai bientôt fini, donc, notre travail sur la partie assainissement-démantèlement, dans le sens opérationnel, c'est d'une part dessiner une unité de production, d'autre part designer des outils pour faire l'assainissement, je vous en ai fait voir 2, mais enfin on peut en voir beaucoup. Ensuite, des outils pour assurer le démantèlement, Maestro en est un, mais il n'y a pas que, on peut faire aussi le démantèlement à la main, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et enfin, évidemment, disposer d'outils pour contrôler que les gestes que nous avons faits correspondent bien aux exigences des exutoires, et en l'occurrence, pour l'essentiel, c'est l'ANDRA. Donc en habitude, et Christine m'a piqué tout à l'heure la phrase, c'est une machine à déchets, moi c'est une usine à déchets, c'est pareil. On a l'habitude de dire que le démantèlement, c'est une usine à déchets, et je vais essayer de vous le montrer à travers ce dispositif. C'est-à-dire que l'usine, c'est un ensemble de briques. Vous savez que dans une usine, lorsque vous faites une automobile, vous avez la partie carrosserie, la partie moteur, etc. Et le démantèlement, c'est assez semblable, pour prendre les exemples de voitures de Christine. Comment on travaille? C'est assez simple. D'une part, vous avez compris qu'on va être concentré sur la qualité des pièces déposées qui sont le constat que vous faites quand vous arrivez sur une scène à démanteler. Ensuite, ces données sont transférées à nos codes de calcul. Donc on fait des estimatifs. Le scénariste nous dit ce qui a été dit tout à l'heure, soit vous déposez les sources, soit vous les masquez, mais la plupart du temps, ce qu'on cherche à faire, c'est tout de suite les enlever. Donc on fait un calcul des conséquences des retraits des sources. Ensuite, quand on a le résultat, on va, pour ceux qui sont allés la voir, en salle immersive. On vérifie que ceux qu'on a décidé de déposer, on sait le faire. On va tester, on va regarder si le bras est capable d'aller couper le composant
qui pose problème dans la scène que nous avons à traiter. Enfin, vous déposez avec le maestro, par exemple, vous le sortez, vous en faites votre colis de déchets, vous renvoyez votre machine de contrôle, vous revérifiez que ce que vous avez calculé est bon, etc. Et vous avez donc une usine qui tourne et qui répond, je vous le rappelle, c'était mon troisième transparent, à cette fameuse fonction de limitation du temps, c'est-à-dire de raccourcir le temps entre le moment où vous avez une installation nucléaire et le moment où vous n'avez plus d'installation nucléaire. Voilà l'usine que l'on fait marcher. Alors c'est pareil, c'est conceptuellement. Et voilà les outils, et surtout le moteur qui nous permet de créer les outils utiles à minimiser ce temps. Donc en conclusion, clairement, les outils spécifiques du démantèlement, eh bien, il y en a pas mal, mais ils sont résumés sur ce transparent. Les premiers outils, ce sont des outils utiles à l'étude et à l'analyse, essentiellement la cartographie et la gestion de l'information. Ensuite, la mise au gabarit physique et radiologique, dont on a vu que globalement, ils se concentraient sur les outils d'assainissement et les outils de dépose. Enfin, quand on a étudié, déposé, normalement, on doit produire des colis de qualité. Normalement, on est censé arriver à l'outil de qualité. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc là, il y a un ensemble de techniques de contrôle sur le produit fini. Autant sur le colis de déchets, vous avez compris que c'est un contrôle systématique. Chaque colis est contrôlé bêtement, on ne cherche pas à comprendre, que sur le deuxième livrable, qui est le bâtiment ou le terrain. Et donc, pour conclure, ce qu'on nous demande, c'est de créer des outils pour le démantèlement qui nous permettent de faire une production dans des conditions simples, parce que vous avez vu que les machines, quand même, ne sont pas sophistiquées, mais enfin, elles le sont un peu, mais les conditions de production doivent être simples, et surtout, et ça a été le leitmotiv tout à l'heure de Christine, sûres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'avec les outils concrets, nous déstabilisions un schéma qui est impératif, qui est celui de la sûreté. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors, on peut prendre encore le temps d'une ou deux questions. Qui est-ce qui voudrait poser à Christine ou à Philippe? Non? Tout est très clair. Ah ben c'est parfait. Bon, eh bien, merci encore. Alors, on a un quart d'heure pour se rendre à l'ICSM. On va écouter Philippe Bernet nous parler de comment EDF a prévu le démantèlement de ces 58 REP.